solution, d'accord. Bonsoir. Merci Madame la Vice-Présidente pour cette présentation. Les questions posées ici sont les suivantes. Pourquoi et comment choisit-on ce mode de transport? Et comment la collectivité peut-elle influer sur ses choix? Et pourquoi elle doit le faire? Alors pourquoi la collectivité doit-elle influer sur les comportements individuels? Parce qu'il y a évidemment, tout le monde le sait, aujourd'hui une urgence climatique et sanitaire, et parce que notre territoire connaît des déplacements compliqués par la saturation de ce réseau. Les comportements individuels ont des conséquences sur le reste de la société. Notre responsabilité est de chercher à réduire les comportements ayant des conséquences négatives pour la collectivité et de favoriser ceux dont l'impact est positif. Je parle ici des conséquences écologiques et sociales, de la qualité de l'air et du temps perdu. Nos choix ont des conséquences sur le présent, mais aussi sur les générations futures. Alors la réflexion, c'est comment on choisit son mode de transport. Il y a plusieurs réponses. La première réponse, elle est simple, c'est la réponse de l'économie. C'est une combinaison de temps de déplacement, la combinaison du moyen de transport le moins cher et le plus rapide. On utilise d'abord le transport le plus rapide parce que le transport, c'est d'abord un déplacement entre deux activités, entre le domicile et le travail, vers les loisirs, les activités quotidiennes. Mais il y a d'autres facteurs qui entrent en cause qui touchent à la psychologie et à la sociologie. La voiture est parfois perçue comme un univers protégé. C'est un habitacle dans lequel il y a un contrôle d'accès, une intimité. On connaît toutes des personnes qui nous disent « Moi, je suis bien dans ma voiture, je mets la musique, je suis tranquille, c'est pas si grave si je mets un peu plus de temps, ça me permet de décompresser quand je rentre du travail. » Il y a aussi des motifs sociologiques qui peuvent influer sur les déplacements, les évolutions technologiques, qui peuvent changer le statut du déplacement, qui n'est plus un simple temps mort entre deux activités, mais aussi un moment d'activité physique, si on choisit la marche à pied ou le vélo, ou un lieu d'activité, si on utilise les nouveaux moyens de communication dans les transports en commun. Alors comment influe-t-on sur les déplacements avec un but bien identifié? Vous l'avez bien dit, c'est l'autosolisme, hein, l'adversaire, comme disait l'autre, c'est l'autosolisme aujourd'hui. Alors convaincre les gens de passer au vélo, c'est assez facile. Parce que le cycliste reste dans un mode individuel ou familial qui va tout de suite lui apporter des bénéfices. Des bénéfices économiques, de santé, de temps de déplacement. Augmenter le nombre de cyclistes ne relève que d'une volonté politique, celle de faire des aménagements et des parkings sécurisés. C'est-à-dire éviter ce qu'on a fait le long de la seconde ligne de tram où le médiocre le dispute au passable, ou comme cœur de Maine où les déplacements sont totalement illisibles. Les changements de mentalité et les progrès techniques ont plus fait pour l'augmentation de la part du modal du vélo sur notre territoire que les infrastructures. Mais je pense que plutôt que regarder la part modale, nous devons avoir un seul objectif, permettre à un cycliste de circuler en sécurité, permettre à un enfant d'aller à vélo chez ses copains. Il y a encore beaucoup de chemin. Alors plus difficile est le report vers les transports en commun, c'est un mode de déplacement collectif qui fait qu'on se confronte aux autres. Il y a donc de nombreux freins à ce changement de mode de transport. Le saut dans l'inconnu, le confort, la proximité, les horaires contraints. Qu'est-ce qui peut convaincre les gens d'utiliser les transports en commun? En dehors des contraintes économiques que peuvent représenter le prix du carburant et la baisse du pouvoir d'achat, mais qui ne sont pas déterminantes, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, malgré la baisse du pouvoir d'achat, le fort au prix de l'essence, nous n'avons pas retrouvé dans les transports en commun la même fréquentation qu'avant le Covid. Donc la réponse, c'est la qualité de l'offre, bien sûr, sa fréquence, son confort, l'élargissement des créneaux horaires. Mais une personne qui met 20 minutes en voiture aura du mal à passer au transport en commun si le temps de trajet est de 45 minutes. C'est le rapport temps-coût qui emportera la décision. D'où la nécessité de mailler le territoire par des lignes directes en bus-souhait. Mais il ne faut pas négliger aussi le saut dans l'inconnu que peut parfois représenter, vous l'avez un peu évoqué, le changement de mode de déplacement, qui est une routine. Le bus, c'est vraiment quelque chose que je ne connais pas, je ne sais pas le prendre, je ne connais pas les lignes, ça fait un peu peur, j'ai peur de me planter. C'est quelque chose que l'on entend souvent et qu'il faut accompagner. Alors peut-être par des journées événements, des portes ouvertes encadrées par des ambassadeurs qui guideraient les nouveaux utilisateurs. Par la mise en place de la gratuité pendant les grands événements commerciaux, culturels, sportifs, qui peut permettre à des néophytes de découvrir le réseau. Pourquoi ne pas commencer d'ailleurs dès les fêtes de fin d'année qui approchent? Je remets aussi sur la table la création d'une police métropolitaine des transports qui jouera un rôle de proximité et d'apaisement dans les transports. Vous avez parlé de l'intermodalité, effectivement, avec les parkings relais, une tarification et billetterie unique et pour les différents modes de transport et la création de pôles d'échange multimodaux. Alors bien sûr, il est illusoire de prétendre pouvoir arriver à une offre attractive de transport en commun sur tout le territoire sans se cogner rapidement au mur de la réalité économique. Peut-être aussi aux ressources humaines, puisqu'on voit les difficultés qu'on peut avoir aujourd'hui à recruter des chauffeurs. Pour les parcours mal ou non couverts par les transports en commun, la solution, c'est bien sûr le covoiturage et l'autopartage. Là, il y aura peut-être un problème de sémantique, parce que pour beaucoup, l'autopartage, covoiturage parfois, parce que le covoiturage, c'est aussi une autocompartage, je pourrais peut-être employer un autre terme. Lorsque j'ai parlé de covoiturage dans mon entreprise, c'était cette semaine,
personne n'avait entendu parler de Klaxit et de l'accompagnement effectué par l'agglo. Pourtant, ce sont des gens qui viennent beaucoup, qui viennent souvent des embouteillages sur la rocade sud, mais qui viennent souvent seuls, mais qui ne connaissaient pas ce covoiturage. Il y a une évangélisation à faire auprès des entreprises, de la communication et de l'information à faire passer. Peut-être aussi réfléchir à des voies qui ne seraient autorisées qu'aux véhicules ayant à leur bord plus d'une personne. Parce qu'une voiture, c'est en moyenne aujourd'hui plus d'une tonne et 10 mètres carrés d'espace public. C'est beaucoup pour déplacer une seule personne. Mais pour certains, même si pour certains l'usage de la voiture est la seule possibilité, quand il faut emmener un enfant chez la nourrice avec toutes ses affaires, un autre à l'école, se rendre au travail, quand on travaille en horaire décalé. En revanche, pour tous les autres, tout doit être fait pour que le déplacement d'une seule personne dans une voiture soit le moins nombreux possible, pour que le territoire puisse respirer de nouveau au sens propre comme au sens figuré. Il faut convaincre, cajoler et contraindre si nécessaire. Merci. Merci, monsieur.